Je suis riche de ce que j'ai, quoi, je veux dire. Comme il y en a qui chantent, je suis riche que de mes amis, c'est ça? Ah, this is the dream. I dig it blues. Même I dig it. pas I dig it blues. mort. Non, rien de rien. Non, je ne regrette rien. J'aime bien celle-là. Même pas mort. Même pas mort, c'est le podcast des Petits Frères des Pauvres, l'association qui lutte depuis 1946 contre l'isolement des personnes âgées. Avec cette saison 3, notre objectif est toujours de changer de regard sur la vieillesse, afin de cultiver les liens qui nous unissent à nos aînés. Et cette fois, on vous emmène à la rencontre de Georges, Adolpha, Moulay, Madeleine et Jean Gilbert. Âgés de 64 à 83 ans, ils ont tous fait face à de grandes difficultés. Mais les galères ne sont pas leur unique point commun, car au-delà de l'adversité, ils partagent la même fierté bien placée, la même détermination lumineuse. Pour nous, ces personnalités flamboyantes ont accepté de se confier sur leurs forces, leurs talents et sur les petits bonheurs de tous les jours qui mettent du baume au cœur. Je suis Fiona Hyper, je suis journaliste, et à travers ces 5 portraits, je vous invite à vous laisser guider par leur élan de vie si précieux. Mon prénom, c'est Jean. J'ai un deuxième prénom qui est Gilbert, mais on peut faire un nom composé, c'est plus facile. Et je suis Waterloosien, je suis né en Waterloo en 54, donc ça veut déjà que je vais avoir mes 70 ans ici au mois de novembre. Jean Gilbert, c'est l'incarnation de la théorie selon laquelle le mouvement, c'est la vie. Retraité, il occupe son temps à aller et venir dans l'île en fonction des sollicitations. Son super pouvoir, le bricolage, son fidèle destrier, son vélo, qu'il pleuve, qu'il vente ou qu'il neige. Après avoir grandi dans une ferme avec les moyens de ce temps-là, comme il dit, Jean Gilbert a travaillé dans le textile à Roubaix puis à Tourcoing, avant un licenciement. Il a ensuite enchaîné les intérims et s'est associé à son frère pour faire de la distribution de publicité dans les boîtes aux lettres. Jean Gilbert a toujours privilégié sa liberté, le genre de liberté à n'être compatible qu'avec la solitude. Mais cette indépendance l'a poussé à se débrouiller seul et donc à apprendre le bricolage, devenu sa passion, dont il fait aujourd'hui profiter les autres. Plusieurs fois par semaine, il donne de son temps à l'association locale Le Bus Magique, que lui il appelle la péniche. Inspiré par sa force tranquille, on lui a demandé de nous parler de l'une des qualités communes à tous les bricoles-tout, la patience. Mon trait de caractère, c'est de ne jamais m'énerver, d'accepter tout ce qu'il y a et tout ce que peut arriver dans notre vie, quoi. Parce que moi, je trouve qu'il faut tout accepter dans la vie, parce que c'est un peu comme une grande roue. Elle tourne avec toutes sortes de choses. Quand je sais qu'il y a une situation qui va arriver, la première chose à faire, c'est de s'adapter et de faire de son mieux pour que ça change par la suite, quoi. Je veux dire, non, ce ne serait pas ça. Et c'est ça qu'il faut. Il faut d'abord être calme pour ça et bien réfléchir et régler les problèmes, quoi. Moi, mon ingéniosité, elle vient de mon calme, de la réflexion et d'exécution ensuite. Quelqu'un qui observe et qui se pose la question, il dit comment que ça se fait, pourquoi ça se réalise comme ça. C'est même que la nature, ceux qui observent la nature, ils réalisent ensuite. Parce que pour faire de la culture, il a bien fallu observer comment que les plantes se développent. On n'a pas semé du jour au lendemain, je veux dire. Lui, c'est petit à petit qu'il a semé les graines de son épanouissement personnel. À un moment de sa vie, Jean Gilbert a ressenti le besoin de faire une pause pour vivre un peu comme un nomade, avec l'avantage de ne pas avoir besoin de grand-chose pour être heureux. Il explique ça par le fait d'avoir grandi avec le vaccin de l'économie. Dans sa famille, on se douchait directement depuis le tuyau, et en hiver, le givre s'installait sur les fenêtres. Aujourd'hui, Jean Gilbert a gagné en confort, mais pour le reste, il continue de se contenter de peu. Son bien le plus précieux, son vélo, parce qu'il est son sésame pour la liberté, la mobilité et le lien avec les autres. Avant, les objets avaient de l'importance, mais aujourd'hui, je me suis basé sur la vie que on peut faire tout ce qu'on veut dans la vie, on peut être riche, rien, mais dans la vie, il n'y a rien qui dure. Et tout ça, il faut attacher une semi-importance, quoi, je veux dire. On a besoin des choses, on vit avec eux, mais est-ce que nos parents vivaient dans le temps avec des choses
que nous, on a aujourd'hui, qu'ils n'avaient pas. Est-ce qu'ils étaient malheureux pour ça? Non. Ils avaient leurs choses, ils avaient leur façon de vivre. Même une voiture, comme on aurait, monsieur, vous avez gagné une voiture. Je crois que je la laisserai sur place, je n'en veux pas. Et l'argent, ben, je vous dis, un petit peu d'argent pour moi vivre, ça me suffit, quoi. Je sais pas l'argent qui passe en priorité sur moi, quoi. Et la vie que j'ai maintenant, je l'aime bien, quoi. D'ailleurs, je crois que les gens, ils doivent s'en rendre compte. Ils m'ont dit que j'étais devenu plus jeune et tout. Bon, peut-être, mais enfin non, question le comportement d'une personne, il doit changer quand il voit qu'il se sent plus à l'aise quelque part, tout ça. Parce qu'il y a un changement de comportement chez moi quand même, si, avec les gens surtout. Il y a une chose qui est sûre chez moi, c'est que je n'accuse pas la société de mon malheur, je veux dire. Si il m'est arrivé, c'est l'environnement où j'ai vécu, c'est les endroits où j'ai vécu avec les gens, mais pas la société, c'est pas possible. Jean Gilbert fait référence à une période pendant laquelle il a vécu dans la rue. À 68 ans, il passe 7 mois dehors avec ce que ça implique de galère, d'angoisse et de violence. Et puis un jour, on lui parle des petits frères des pauvres qui finissent par lui trouver un logement. De ce moment de sa vie, Jean Gilbert en tire un vécu, une connaissance. Ben moi, je prends tout comme de l'enseignement, hein. Je prends tout comme de l'enseignement. Toute situation qui peut arriver à quelqu'un, il faut qu'il prenne l'enseignement de ça. Eh ben, de comprendre un peu les gens, la solidarité qui s'amène, les dangers aussi, hein, parce que moi j'ai quand même été agressé, hein. Et d'ailleurs je suis pas le seul, hein. Et la façon de vivre dans la rue, parce que il faut être en bonne santé surtout. Avoir des jambes, des pieds, parce que on peut pas rester dans un endroit dans la rue et vivre comme ça. Il faut se déplacer, obligé. On a quand même des obligations, c'est plus les mêmes que quand on vit dans un logement, mais on a des obligations. Déjà, si on veut rester propre déjà, il faut quand même aller à un endroit où on peut prendre des douches. Ce qui m'embêtait le plus, c'était ça dans la rue, les douches. Parce que c'est chronométré. Et moi, quand je prends une douche, je me décrasse. Les cheveux, tout. Après, c'est de la soie que je veux dire. Ça, et puis on allait au petit déjeuner, et puis il faut remettre ses papiers en ordre, ça aussi. Combien de fois j'ai dû prendre le bus, le métro, pour aller me déplacer de Lille jusqu'à M, là-bas, M, je sais pas si vous connaissez, à côté de Roubaix. Tout ça pour remettre en route les comptes en banque, pour mettre en route la carte d'identité. Il fallait que je me déplace jusqu'à Waterloo. Ah, c'est beaucoup de déplacements. Si Jean Gilbert se sent bien dans son habitation, c'est parce qu'elle lui offre la sécurité, le confort, l'intimité et la possibilité de s'adonner à ses petits travaux fétiches. Mais de son aveu, c'est dehors qu'il se sent le mieux, et c'est pour ça que son agenda est rempli. Je vois mon logement comme, je vais pas dire comme un arrêt de bus, mais comme un endroit qu'on peut quand même se fixer, quoi. Mais sinon, le logement ne suffit pas à la personne, que je veux dire. Surtout que moi, je suis seul dans mon logement quand même, hein. J'ai un petit 2 pièces avec la salle de bain, quoi. Je ne veux pas dire que je suis très demandé, mais c'est moi qui me déplace pour aller à droite à gauche quand même, quoi. Je me suis fait bénévole, comme je vous ai dit, au bus magique, là, et ça m'a aidé beaucoup, quoi. Alors le bus magique, comme son nom ne l'indique pas, c'est un projet de café associatif sur une péniche qui va ouvrir ses portes ici, à la Citadelle. Je me suis mis à la retraite parce que j'ai la retraite, quoi. Mais il me faut une occupation, quoi. Je peux pas attendre la mort entre mes murs, quoi, je veux dire. Il faut que moi, je dois continuer à vivre. Mes passe-temps, par exemple, c'est important parce que sans eux, je crois que je vivrais pas. Parce que quand je vois, parce que quand je suis à la péniche qui n'ont plus rien à me donner, eh ben, je prends mon baluchon, comme je dis, puis je retourne chez moi. Et je dis, ben, s'il n'y a pas de travail ici, j'ai du travail chez moi, quoi. Parce que j'ai vraiment du travail chez moi aussi, quoi. Donc, j'ai pas tellement envie d'être assis là-bas tellement longtemps, alors que je pourrais faire autre chose ailleurs, quoi. Faut vivre un peu pour soi aussi. Quand moi je vais à la péniche, bon, je les aide, mais ça me fait vivre aussi, hein, attention, hein. Moi, c'est mon obligation. Je me vois pas rester dans mon lit toute la journée. Qu'est-ce que je vais faire aujourd'hui? Je dois aller nulle part. Non, là, j'ai fait, je vais pas dire un petit calendrier, mais un agenda, quoi. Et puis je vais là, je vais ici, et toutes les semaines, je vais quelque part. Mais seulement le samedi, je suis chez moi, quoi. Mon samedi, c'est à moi, quoi. Une révolution dans son quotidien quand on sait que pendant des années, sortir de son lit lui était compliqué. Longtemps enfermé dans une bulle, Jean Gilbert a fini par la faire éclater
pour se rapprocher des autres. C'est pas la retraite qui m'a changé, je crois que c'est plutôt que c'est la péniche. Mais c'est vraiment un petit entourage que je dirais familial, quoi, pour moi, hein. C'est devenu familial. Je me suis dit, il faut pas toujours rejeter, parce que ce qui avait le problème que j'avais, c'est que je rejetais un petit peu tout ce qui m'entourait. Et j'ai fini par accepter les gens comme ils sont, quoi. Plus heureux qu'avant, quand même. De ce côté-là, ouais, de côté de contact, ouais. Faire accepter les gens comme ils sont, c'est en partie l'objectif du travail de Guillaume Leblanc sur les personnes précarisées. Il est écrivain et professeur de philosophie sociale et politique à l'université Paris-Cité, et il a consacré plusieurs livres à cette mission, comme Vies ordinaires, vie précaire ou encore La solidarité des éprouvés. Ces réflexions l'ont amené à développer le concept des 3D, qu'il nous explique. Non, la vie en 3D, c'est terrible, c'est justement c'est la vie étiquetée. Désocialisé, désaffilié, disqualifié. Ce sont souvent les termes par lesquels on aborde l'exclusion, la pauvreté, mais aussi la précarité. Et le D de désocialisé, de disqualifié, de désaffilié montre que c'est toujours un défaut, un déficit, un dysfonctionnement, encore des D, une défaillance par laquelle une vie est appréhendée et perd sa richesse intrinsèque. En fait, il y a une productivité, une inventivité des vies, à condition de leur soustraire ces 3D qui, loin de les reconstruire dans un volume intrinsèque, les aplatissent, les nivellent, et finalement nous permettent de ne plus les voir. Voir quelqu'un, c'est le voir justement en chair et en os, c'est le voir en volume. Et le volume, il est physique, il est psychique, il est existentiel, ce sont les actions des personnes, et c'est le contraire de la vie en 3D. La vie en 3D, c'est au fond une catégorisation de l'exclusion dont le risque est de finir par construire des jugements de valeur sur des existences, des jugements terriblement hauts pour des vies qui seront définies comme des vies terriblement basses. Pour nourrir sa pensée, Guillaume Leblanc est parti au contact des principaux concernés. Ces rencontres l'ont amené à un constat, et si, contrairement aux idées reçues, les personnes en situation de précarité n'étaient pas dans la soustraction. Moi, je suis convaincu que la vie, elle est toujours complète. Il n'y a pas de vie incomplète. Une vie pauvre n'est pas une pauvre vie. C'est ce que je développe dans la solidarité des éprouvés. Une vie précaire n'est pas une vie de manque. Cela dit, il faut tenir les deux éléments du raisonnement et c'est vraiment important pour ne pas faire un angélisme qui, d'une certaine manière, courrait le risque de ne plus situer les combats politiques, les combats sociaux. Il est important de lutter contre la misère, alors même qu'une vie pauvre n'est pas une pauvre vie. Il est important de lutter contre la précarité, alors même qu'une vie précaire est une vie très riche. Il faut donc tenir les deux bouts du raisonnement. D'une part, réfléchir aux structures par lesquelles il y a fragilisation, privation, empêchement. Et là, on doit analyser ce qui fait qu'une vie peut être une vie, entre guillemets, en capacité de développer et de réaliser tous ses besoins fondamentaux. Le besoin d'éducation, le besoin de santé, le besoin de bonheur. Il est très important de voir la richesse de toutes les existences et l'inventivité de toutes les vies. Pour percevoir la richesse de ces existences, encore faut-il s'y intéresser. Malheureusement, les précarisés, comme les vieux, sont souvent relégués en coulisses du débat public. Pour en savoir plus, rendez-vous dans le premier épisode de la saison 2 de Même pas mort, consacré à l'agisme dans la société. Guillaume Leblanc nous parle de cette injustice de l'invisibilisation. Oui, l'invisibilisation, c'est vraiment le cœur de l'injustice sociale, parce qu'au fond, ne pas être vu, c'est ne plus compter socialement. Quelque part, c'est éprouver la mort sociale. On parle de mort sociale quand les gens sont sans ou quasiment sans contact avec les différents cercles de sociabilité que sont la famille, les amis, les voisins ou les associations. Et selon le baromètre sur la solitude et l'isolement des 60 ans et plus, publié en 2021 par les Petits Frères des Pauvres, 530 000 personnes âgées sont en mort sociale en France. Et quand on éprouve la mort sociale, on a le sentiment qu'on n'existe plus aux yeux des autres. Et quand on a le sentiment qu'on n'existe plus aux yeux des autres, on finit par s'éprouver soi-même comme un existant alternatif, un existant intermittent, ce qui est terrible. C'est-à-dire, à certains moments, j'existe, à d'autres moments, j'existe pas. Un peu comme un fantôme qui apparaît à certaines heures, mais qui n'a pas de consistance.
Et donc le processus d'invisibilisation sociale, c'est vraiment le processus qui constitue les injustices dans une injustice nouvelle qui tient au refus d'appréhender la personne. Alors moi, ce que je rajoute par rapport à cette analyse de l'invisibilisation, c'est que très souvent, le processus d'invisibilisation est une conséquence d'un processus de silenciation qui me semble fondamental. En tout cas, j'essaie de me rendre attentif aux relations entre silenciation, le fait de ne pas entendre quelqu'un, et le refus de le voir. C'est vrai que très souvent, à partir du moment où on ne prête pas l'oreille à la parole de quelqu'un, cette personne finit par ne plus avoir de visage. Le visage est quelque part un porte-voix. La voix de la personne retient en revanche le visage. À partir du moment où on m'écoute, on me voit. Si je ne m'écoute pas, on ne me voit pas. Et donc, il y a un processus qui constitue le cœur de cette injustice, qui consiste à retirer la parole à une personne en refusant de l'entendre. Je suis inaudible, donc je suis invisible, pour à l'arrivée ne plus le voir du tout. Les vieillards sont-ils des hommes ? À voir la manière dont notre société les traite, il est permis d'en douter. Elle admet qu'ils n'ont ni les mêmes besoins, ni les mêmes droits que les autres membres de la collectivité, puisqu'elle leur refuse le minimum que ceux-ci jugent nécessaire. Elle les condamne délibérément à la misère, au taudis, aux infirmités, à la solitude et au désespoir. Ces mots sont ceux de Simone de Beauvoir dans La vieillesse, paru en 1970. Si la philosophe se concentre sur les aînés, sa réflexion pourrait tout aussi bien porter sur les pauvres, tant vieillesse et précarité se confondent dans le mépris qui leur est accordé. Dans leur rapport sur la pauvreté chez les 60 ans et plus, paru en octobre 2024, les petits frères des pauvres alertent sur le fait que 37% des interrogés se sentent abandonnés au sein de la société. À croire que peu de choses ont changé quand on sait qu'il y a plus de 50 ans, Simone de Beauvoir motivait son essai en ces termes : « Le système mutilant qui est le nôtre doit être radicalement bouleversé. C'est pourquoi on évite si soigneusement d'aborder la question du dernier âge, c'est pourquoi il faut briser la conspiration du silence. » Dans cette saison 3 de Même pas mort, nous avons voulu porter les voix des aînés qui ont connu l'instabilité, la modération ou la privation, l'isolement et parfois la rue. En tendant le micro à Georges, à Adolpha, à Madeleine, à Moulay et à Jean-Gilbert, on a souhaité leur donner l'opportunité de se confier sur leur réalité et leurs ressources en tant qu'êtres entiers. Les faire parler pour les replacer au centre de la discussion, en espérant qu'ils et elles soient bientôt au centre de l'attention. Même pas mort est un podcast proposé par les Petits Frères des Pauvres. J'ai écrit et enregistré cet épisode. Lucie Lossel l'a réalisé et Audiotactique en a composé la musique. Si vous avez aimé ce podcast, n'hésitez pas à le partager, à le noter 5 étoiles sur les plateformes et surtout à en parler autour de vous. Pour aller plus loin, rendez-vous sur les réseaux sociaux et sur le site des Petits Frères des Pauvres. À très vite. Même pas mort.